le sol, et donc il y a un moment où on n'augmente plus la contamination des feuilles par le dépôt humide. Vous avez d'autres phénomènes compliqués pour le dépôt humide, c'est que une partie de l'eau va s'infiltrer dans le sol, donc les produits radioactifs vont se fixer dans le sol, mais une partie de l'eau peut ruisseler à l'extérieur en fonction du relief et rejoindre le réseau hydrographique. Donc tout ce qui tombe à un endroit ne va pas forcément rester là où le dépôt est tombé au départ. A l'inverse, vous pouvez, en fonction du relief, avoir des parcelles qui récoltent l'eau, et donc le dépôt qui est tombé sur d'autres parcelles. Et donc vous pouvez avoir des phénomènes de concentration. Donc ça, ce sont des phénomènes qui rendent l'appréciation du dépôt très difficile sur le plan technique. Donc il faut faire très attention avant d'interpréter des résultats de mesure sur les dépôts, comme vous le constatez. Alors, quel est le résultat de tout ça? Là, vous avez autour de Tchernobyl, alors c'est un peu petit, vous ne voyez pas les unités. Là où c'est rouge foncé, donc vous êtes à peu près à 1 500 000 becquerels par mètre carré. Donc c'est beaucoup, vous verrez en France ce qu'il en est. Donc ce sont les territoires parmi les plus contaminés, mais là où c'est rouge, on est, alors même moi j'ai du mal, attendez, je vous ai dit bêtises, tout ce qui est rouge au-dessus de 1500, 1 500 000 becquerels, là où c'est rouge foncé, c'est même près de 20 millions de becquerels. C'est beaucoup par rapport au reste de l'Europe. Vous avez un autre radionucléide que je vous présente parce que c'est intéressant, incidemment, de montrer que toutes les substances radioactives n'ont pas le même comportement dans l'air. Le césium-137, tout comme l'iode, sont très volatiles et ont pu voyager très loin. D'autres, comme le strontium-90, ont entraîné des retombées à peu près dans une centaine de kilomètres autour de la centrale de Tchernobyl. Par contre, on n'en a pas vu en France. Donc vous voyez qu'on ne peut pas raisonner globalement pour les rejets, il faut regarder en fonction des substances comment elles se comportent dans l'air. Et le strontium, lui, il est moins volatile, il est ce qu'on appelle réfractaire, et donc il va faire des particules plus lourdes, plus massives, et retomber plus facilement en s'éloignant du lieu de rejet. À l'échelle de l'Europe, je ne sais pas si c'est très visible, donc ça c'est un travail de reconstitution qui a été fait dans les années 90 et complété par un travail de l'Institut dans les années 2000, et qui montre comment c'est réparti les dépôts en Europe. Et vous voyez que c'est extrêmement compliqué. C'est au gré, d'une part, des trajectoires du panache pendant 10 jours à peu près. Donc vous avez vu que c'est parti dans plusieurs directions. C'est en fonction des pluies, ce qui explique pourquoi la carte est discontinue. Et en particulier, on voit que dans les Alpes, en Autriche par exemple, également en Scandinavie, on a des zones où les dépôts ont été plus importants, alors même qu'on est assez distant du point de rejet. Et à l'inverse, vous pouvez avoir, pas très loin de Tchernobyl finalement, des zones où les dépôts ont été plus modérés. Voilà en gros. Et alors j'en viens à la France. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question des dépôts a été finalement un long sujet de controverse. Alors je ne vais pas vous rentrer, je n'ai pas le temps d'ailleurs de rentrer dans tous les détails, j'en vais juste vous présenter d'abord la première carte qui a été produite dans l'urgence, bien entendu, il faut aussi replacer dans le contexte, par le SCPRI. Donc c'est une carte qui est parue en juillet 1986 à partir de mesures qui avaient été faites au cours du mois de juin. Donc ce sont des mesures qu'on appelle sol plus végétation. Donc si vous vous souvenez de la petite image, petit schéma que je vous ai présenté, donc c'est à la fois le sol et les végétaux qui se trouvent dessus pour avoir l'intégralité du dépôt indifféremment sec ou humide. Là ce sont des mesures globales. Et donc, voilà la carte qu'avait produit le SCPRI à l'époque, sous forme de dépôt moyen. Alors, à la fois, c'est fait à la main, donc c'est pas très visible, le césium-134, et ce qui est souligné, c'est le césium-137. Et donc, à l'époque, par exemple, si on regarde l'est de la France, parce que c'est surtout là que se passe l'essentiel du sujet, donc on était pour le césium-137 de l'ordre de quelques milliers de becquerels par mètre carré. Alors il faut savoir que quand on parle de dépôt moyen, c'est délicat parce que, par exemple, je prends l'exemple de la Franche-Comté, en fait de moyenne, il n'y avait qu'une seule mesure faite le 4 juillet à Vesoul. Alors quand vous voyez la complexité des phénomènes de dépôt, ça pose quand même question sur la représentativité de la valeur à l'échelle de la région en question. Donc, c'est ce qui a certainement été une des causes de l'amorce de toute cette controverse, entre autres, et qui a duré quelques années. Alors, des années plus tard, ça c'est la carte
que fait l'Institut en 2005, après quand même un travail d'étude fastidieux, donc c'est pas instantané, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en quelques semaines. Voilà la Lune. Alors l'échelle est différente, bon, la forme également est différente, et donc ici donc, on voit en gros tout ce qui est en jaune très pâle, parce que bon, on ne pouvait pas descendre des niveaux pour des raisons d'incertitude sur nos méthodes de reconstitution, donc on ne peut pas descendre à des niveaux de précision qui permettent de distinguer les faibles dépôts, et donc l'essentiel de la France était en dessous de 5000 becquerels par mètre carré de césium-137. Par contre, on voit que dans l'est de la France, c'est-à-dire là où à la fois il y a eu des pluies, parfois très fortes, et une durée plus longue du nuage radioactif, comme vous l'avez vu tout à l'heure, eh bien on a des phénomènes de dépôts plus importants, de l'ordre de 10 000 à 20 000 becquerels par mètre carré pour la plupart. Alors on est loin des millions de becquerels dont je vous ai parlé tout à l'heure autour de Tchernobyl, bien sûr. Et en quelques points très localisés, donc les Vosges, le Jura, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, la Corse, des dépôts plus importants ont pu se former. Pourquoi? Parce que les pluies ont été particulièrement intenses à ce moment-là. Et donc on a pu estimer, et recouper d'ailleurs avec certaines mesures, donc ces différentes tâches où là on a pu atteindre de l'ordre de 40 000 becquerels par mètre carré de césium-137. Voilà en gros l'histoire des dépôts, qui a été une longue histoire, comme je vous l'ai dit. Alors, que sont devenus tous ces radionucléides déposés en France? Alors, l'iode 131 a une période radioactive de 8 jours. Donc, il a complètement disparu en quelques semaines de notre territoire et donc n'a contribué finalement à exposer les populations, c'est vrai en France comme ailleurs, du reste, que sur une durée limitée. Le césium-134, lui, il a une période de 2 ans, un peu plus de 2 ans, et donc aujourd'hui, du fait de la décroissance radioactive, il ne reste plus que 0,02% de la quantité initiale déposée. Autant dire qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à le mesurer sur notre territoire. Néanmoins, on a pu encore en mesurer occasionnellement jusqu'en 2007 dans des champignons prélevés dans une de ces fameuses tâches que je vous ai montrées tout à l'heure, dans le Jura, où on a trouvé du césium-134 qui prouve d'une certaine façon la signature de l'accident de Tchernobyl. Et enfin, le césium-137, lui, par contre, il a une période plus longue, 30 ans, et donc aujourd'hui, il en reste encore 56% de l'activité initiale, et donc dans 5 ans, il y en aura exactement la moitié de l'activité initiale. Je ne tiens pas compte, évidemment, des phénomènes de migration, je parle en termes de quantité globale. Alors, le césium-137, lui, il a tendance, généralement, pas partout, mais il a tendance plutôt à se fixer dans les composants des sols. Donc, il est ce qu'on appelle rémanent, et on peut le mesurer encore aujourd'hui facilement dans les sols, et en particulier dans les horizons les plus superficiels. Il est assez peu mobile, en général. Alors, je dis en général parce qu'on a vu, on est revenu en 2000 sur un terrain que l'IPSN avait mesuré en Corse, et on a trouvé quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que le sol, là-bas, était un sol peu argileux, plutôt sableux, et donc là, le césium, au lieu de rester fixé, a migré et a fini par être dissipé en profondeur. Et donc aujourd'hui, on en mesure très peu. Et en général, le césium qui reste dans les sols en France est de moins en moins disponible pour la contamination des végétaux, à quelques exceptions néanmoins, et en particulier de certaines espèces de champignons, particulièrement en ce moment, c'est plutôt les pieds de mouton, qui sont sensibles au césium persistant dans les sols, et on peut encore aujourd'hui mesurer, dans certains points, je vous rassure, pas partout en France, parfois de l'ordre de 100, voire plus, de becquerels par kilo de champignons. Alors, ce qui me fait une bonne transition sur le deuxième volet de cette histoire, qui est la contamination de la chaîne alimentaire. C'est un sujet important parce que lorsqu'on parle des conséquences de l'accident de Tchernobyl, en particulier en France, en fait, on verra tout à l'heure, c'est essentiellement via l'alimentation que la question se pose. Alors, je reprends un peu sous une forme différente le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire une plante contaminée par les dépôts radioactifs. Donc vous avez plusieurs phénomènes qui vont entrer en ligne de compte. Les dépôts qui se forment sur les feuilles, j'ai dit tout à l'heure qu'ils pouvaient être très efficaces pour les dépôts secs. Donc cette interception, la plante est un organisme vivant, donc elle assimile tout ce qui
lui arrive. Donc si on prend le cas du césium, et c'est le cas de l'iode aussi, il finit par être absorbé dans la feuille, peut se déplacer même dans la plante, ce qu'on appelle la translocation, et peut venir se fixer sur d'autres organes de la plante, notamment le bois, des racines, des tubercules, tout ce que vous voulez. Une partie peut néanmoins s'égoutter de la plante, comme on l'a vu tout à l'heure, lorsqu'il pleut. Alors, le dépôt, lui, qui est arrivé au sol, au début il est en surface, mais assez rapidement, enfin plus ou moins rapidement du moins, une partie va migrer en profondeur et se trouver au niveau de l'horizon des racines. Et donc là, on va avoir un autre processus qui rentre en ligne de compte, qui est beaucoup moins efficace en termes de contamination des végétaux que ne l'était le transfert foliaire initial. Par contre, il va être beaucoup plus durable, puisque tant qu'il y aura de la contamination stockée dans le sol, eh ben, ce processus va se poursuivre de manière plus ou moins active. Alors, pour illustrer de manière un peu quantitative ce que je vous dis là, c'est pas attaché directement à Tchernobyl, mais c'est ce qu'on a vu en particulier, je vais vous le montrer après, suite à l'accident de Tchernobyl. Je voulais d'abord vous illustrer comment le fait que le dépôt soit sec ou humide, c'est-à-dire avec des pluies, a une influence sur la contamination d'une salade. Une salade, parce que c'est un légume avec des grandes feuilles, et donc il est particulièrement sensible à la contamination radioactive. Et là, je prends l'exemple d'une salade qui est à maturité au moment où le dépôt se forme, c'est-à-dire prête à être consommée. Donc, un dépôt sec de 1000 becquerels par mètre carré va conduire à peu près donc, à une contamination de la salade à hauteur de 500 becquerels par kilo, et le sol en dessous, lui, seulement à 3 becquerels par kilo. Donc, au passage, le pouvoir d'interception de la plante. Si je regarde le dépôt humide, alors lui qui est plus intense, parce que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'eau de pluie est très efficace pour lessiver les particules radioactives de l'air, et donc là on peut avoir, si on compare à 10 000 becquerels par mètre carré, eh bien, la radioactivité de la salade, la contamination, elle n'augmentera que d'un facteur 2. Donc on a un facteur 10 sur le dépôt humide par rapport au dépôt sec. Donc vous voyez ce phénomène de saturation de la contamination de la plante. En revanche, le dépôt, dans le sol, la contamination du sol est beaucoup plus importante que dans le cas précédent. Alors, supposons maintenant qu'au lieu d'avoir une salade à maturité, j'ai affaire à une salade qui est récoltée 2 mois après l'accident, c'est-à-dire en fait qui était à l'état de graine au moment où le dépôt s'est formé. Donc cette salade-là, elle n'aura pas vu le dépôt foliaire, par contre elle va être sensible au transfert racinaire. Que se passe-t-il? Eh bien, toujours avec l'activité de 3 becquerels par kilogramme, on a une contamination de la salade à maturité qui ne sera plus que de 0,1 becquerel par kilogramme. On voit la différence d'efficacité entre le dépôt foliaire